entreprise, moi c'était en 2012. Et en 2012, en fait, j'ai créé mon entreprise après avoir été approché par le directeur d'un organisme de formation qui me dit, voilà, vu ton profil, en fait, moi je te verrais bien animer une formation qui s'appelle le permis d'exploitation. Alors le permis d'exploitation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation très sérieuse où on parle de réglementation pour les cafetiers, pour les restaurateurs. Et du coup, ça fait 15 ans que j'anime, 13 ans que j'anime cette formation-là. Et il y a 5 ans de ça, j'ai fait des recherches généalogiques et je me suis aperçu que dans ma famille, en fait, j'avais eu des arrière-grands-parents cafetiers qui avaient déposé le bilan suite à un manque finalement de précaution, d'anticipation par rapport à des problèmes juridiques. Et là, je me suis dit, ça a été un choc pour moi, je me suis dit, est-ce que tu es vraiment dans une démarche libre de création d'entreprise ou est-ce que finalement ça s'est imposé à toi? Et après, l'autre question a été de savoir, à partir de là, c'est imposé à moi, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que c'est ok, aligné avec ce qui me fait triper de l'intérieur ou pas? Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de ces différents biais qu'on peut avoir, parce qu'il y a évidemment celui du transgénérationnel, c'est une évidence, et je suis bien placé pour connaître cet aspect-là, puisque mon épouse est dans les constellations familiales. Et ensuite, évidemment, on verra qu'il y a d'autres biais qui peuvent exister, notamment un, et on va commencer par là, par les biais. Parce qu'on est en mode automatique quand on est dans ce type de situation, et notamment qui est le vivre ou survivre. Alors je ne vais pas vous chanter la chanson de Balavoine parce qu'il fait assez beau ce matin à Castel-Sarrazin et je ne voudrais pas qu'il pleuve, mais en tous les cas, sachez que parfois, quand on quitte le salariat, en fait, on se dit, allez, je gagnais 40 000 euros net par mois dans mon ancien job, je vais me dire, allez, 40 000 euros, je fais un copier-coller, et j'ai le chiffre d'affaires que je dois faire. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Puisque, évidemment, quand je vais chercher 40 000 euros, si je suis dans un statut dans lequel je vais payer le moins de charges, c'est-à-dire le statut TNS, quand je vais payer 40 000 euros, et je vais avoir 20 000 euros de charges, donc je vais me retrouver dans une situation où je vais déjà avoir 60 000 euros de coûts, rien que pour ma rémunération. Et en plus de ça, c'est pas comme avant. Avant, j'avais mon entreprise qui me payait tous les frais, électricité, loyer, déplacement. Maintenant, il va falloir que mon entreprise les paie. Donc, si on rajoute un billet de 30 000, on va être grosso modo à 90 000 euros. Et là, il y a deux solutions. Soit on est dans ce que j'ai pu lire sur LinkedIn, moi, 10 000 euros, ça me fait pas peur. Les premiers mois, je les ai atteints. Bon. Et je connais des personnes qui sont tout à fait dans cet esprit en disant on y va, il n'y a pas de problème, et ils ont le réseau qui fait qu'ils les atteignent rapidement. Mais il y a aussi le côté ça va être difficile, il va falloir se battre. Donc c'est le côté Rambo, quoi. Et est-ce que vous pensez que si je me dis qu'il va falloir se battre et que ça va être difficile, je vais atteindre facilement les 120 000 euros? Moi je suis pas sûr, hein. Après, alors supposons que je les atteigne à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Mon entreprise, en fait, entre ce que je rêvais de mon entreprise quand je l'ai créée, et avec l'objectif de me créer un revenu, et la réalité, il peut y avoir un gap. À un moment donné, 120 000 euros, c'est peut-être pas suffisant, parce que le marché fait qu'il y a un effet de seuil, et que si je veux passer cet effet de seuil, il faut que je monte à 150 peut-être, parce qu'il faut que j'embauche, parce que pour différentes raisons. Et là, je vais être emprisonné dans un plafond de verre. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas, si je reste dans une posture. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, en aparté, de la posture de salarié. Là, on va quitter la posture de salarié pour arriver dans une posture, finalement, de dirigeant d'entreprise. Et en fait, ça va peut-être nécessiter d'abandonner un certain nombre de croyances et de changer de mentalité dans tous les cas de figure. Donc, autrement dit, je vais devoir faire exploser le plafond de verre que je me suis fixé moi-même, finalement, quand j'ai créé l'entreprise. Alors, elle a du bon quand même, cette posture-là, parce que si je crée une entreprise
pour vivre, ça veut dire que je vais tout faire pour que cette entreprise puisse vivre. Ça veut dire que je vais gérer ça en bon père de famille. Par contre, des fois, je vais gérer tellement en bon père de famille que finalement, je vais me retrouver à ne pas prendre de risques. Et donc l'entreprise va peu à peu ronfler et c'est un risque. On a l'inverse. Là, c'est le fondu de ski hors piste, de tous les grands 8 qu'on peut trouver à Europa Park ou à Parc Aventura. Et donc du coup, là, on va se retrouver avec quelqu'un qui voit son entreprise comme une opportunité de se faire peur. C'est génial. Sauf qu'il va prendre des risques, sauf qu'à un moment donné, selon où on met le curseur, ça peut mettre en péril l'entreprise. Donc ça, si on a cette... moi je connais des entrepreneurs qui ont créé ça pour être un peu plus vivant, quoi. Sauf que si on n'est que dans cela, ça peut être dangereux. Et il se trouve que on a ces différentes parties à nous. Si on fait un petit peu, si on considère ces parties-là comme des archétypes qu'on aurait en nous, il est évident qu'il sera intéressant de mettre le curseur ni trop prudent, ni trop téméraire, mais un juste milieu en fait. Chercher le pouvoir et l'influence. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant quand on crée une entreprise. Là, on ne parle pas de pouvoir au sens Donald Trump, moi, maître du monde. Hein. On parle vraiment de pouvoir au sens étymologique du terme, c'est-à-dire potentas en latin, qui est la capacité finalement à agir et à influencer. Donc si je suis dans cette recherche-là de pouvoir, moi je prends souvent l'exemple de Frédéric Lenoir, en fait, qui est un passionné de philosophie appliquée, en fait, et qui a créé il y a quelques années le réseau Sève. Et le réseau Sève, aujourd'hui, c'est un réseau qui il fait de la philosophie dans les écoles, et c'est un réseau qui a largement grandi. Donc si on est dans cette posture-là, où on est vraiment dans cette recherche d'influence, il est clair que ça va aider dans le développement de l'entreprise. Alors, voilà quelque chose qui peut vous étonner. Oui, faire ce qu'on aime, c'est sympa. Ça peut être très intéressant d'avoir un métier passion. Sauf que quand on aime quelque chose, en fait, le fait d'aimer, par exemple, faire la cuisine, et le fait de faire la cuisine dans un milieu professionnel, c'est deux choses différentes. Si moi j'aime faire à manger à mes amis, c'est le cas de Michel que j'ai eu il y a quelques années en coaching, il adorait préparer à manger et ses amis m'ont dit tu devrais monter un resto tel. Et donc il vient me voir à l'époque et moi j'étais évidemment en charge de lui faire prendre conscience finalement de tous les aspects du métier pour qu'il puisse pérenniser, pour qu'il puisse en tous les cas voir le côté y compris obscur. Donc quand j'ai posé un certain nombre de questions, par exemple, est-ce que tu es prêt à envisager un coup de feu? Un coup de feu, c'est tu as 150 couverts et il y a tous tes clients qui arrivent en même temps. Là, comment tu fais? Et puis ce matin-là, en plus de ça, tu as 2 personnes dans ton équipe, un en cuisine, un en salle, qui t'appellent pour te dire qu'ils sont à l'arrêt maladie. Comment tu fais? Donc, tu appelles tout le monde, tu te débrouilles pour que tes effectifs soient à peu près complets, tu coordonnes tout. C'est ça aussi, le métier. Et puis, il y a aussi le fait que c'est sympa, la restauration, mais tu vas souvent travailler le soir. Quelle est la conséquence pour toi, pour tes enfants? Et donc, le travail qu'on a fait avec Michel a abouti au fait que, oui, il est parti en restauration, mais il est parti en restauration 2 zones d'activité commerciale, ouvertes du lundi au vendredi, et évidemment avec, en dehors de toutes les contraintes, effectivement, des soirs, et il a su créer une équipe qui est hyper fidèle et hyper soudée. Donc ça, c'est... mais c'est ce travail-là qui lui a permis aussi d'aller vers là. Donc, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, si vous avez un métier, enfin une passion et que vous voulez en faire votre métier, essayez de voir tous les aspects de la chose. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater à maintes reprises. Pour dépasser
finalement un maître. Alors ça peut être son père, son grand-père, ou ça peut être tel ou tel ancien dirigeant que j'ai eu, ou tel collègue ou chef. Et donc je vais tout faire pour dépasser le maître. Alors ça peut être stimulant, ça peut amener à un certain développement d'entreprise, mais à contrario, toute l'énergie que je vais déployer, en fait, je vais la déployer sur quoi? Je vais la déployer sur dépasser le maître. Je ne vais pas la déployer sur voir les opportunités sur mon marché, je ne vais pas la déployer sur essayer de grandir finalement pour développer une posture de leader, je vais l'investir dans dépasser le maître. Et ça peut aller loin, ce genre de bêtises. Il y a quelques années, il s'appelait Philippe, il s'appelle toujours Philippe d'ailleurs, il est dirigeant d'une boîte qui pèse plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et il est sur un marché très concurrentiel en visant les particuliers. Et dans ce marché-là, si on veut aller chercher des particuliers, il faut aller investir des centaines de milliers d'euros sur Internet en publicité AdWords. Et il apprend que son concurrent a augmenté ses budgets de 50%. Donc il se dit, allez, moi je tolère pas ça, on augmente à 60. Et toute son équipe lui dit, mais non, ça marche pas comme ça, c'est pas parce qu'on augmente de 60 qu'on va avoir plus 60% de chiffre d'affaires. On peut très bien avoir uniquement 10%. Il leur a dit, vous n'y comprenez rien, moi je... Et puis il a pris cette décision-là. Bilan des courses, il a investi plus 60, il a fait plus 5% de chiffre d'affaires. Donc clairement, il a jeté de l'argent par les fenêtres, tout simplement parce qu'il était aveuglé par le fait de dépasser son maître avec lequel il avait travaillé quelques années plus tôt. Au nom de tous les miens, ça c'est la posture, le biais dont je vous parlais en début d'intervention, c'est je vais créer de manière inconsciente au nom de ma famille, au nom de tel ou tel aïeul, parce que j'ai l'impression qu'il a souffert et qu'il y a quelque chose à réparer. Donc là, on n'en a pas conscience de ça. Mais quand on en a conscience, il y a deux solutions, comme on disait tout à l'heure. Soit je me pose la question de savoir si c'est aligné à ce qui vit à l'intérieur de moi. Et pour ça, est-ce que ça me tord l'estomac ou est-ce que je suis plutôt effectivement aligné, tranquille par rapport à ça? Et moi je l'ai appris, mon entreprise faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue sachant que c'est un non-choix ou est-ce que j'arrête? Et puis pour valider ça, je me suis dit est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que j'accepte les contraintes aussi? La réponse était oui et j'ai continué dans cette voie. Et puis le piège mais important, c'est créer avec ses potes. C'est pareil, ça se fait insigneusement. C'est pas de l'inconscient là, mais c'est vraiment, on est avec les potes, on se sent bien, on est dans des ambiances un peu sympas, et on se dit pourquoi pas créer ensemble. Sauf que dès qu'on crée ensemble, il y a un certain nombre d'enjeux, il y a un certain nombre de contraintes qui vont faire que ça peut mal se passer. Donc si on est amené à créer avec des amis, il vaut mieux déjà éviter, si on est deux, de faire 50-50, parce que là c'est la paralysie absolue, il n'y a plus aucune décision qui va être prise. Et il vaut mieux aussi se retrouver effectivement dans une situation où on n'a pas que d'associés, que s'il y a tel associé qui part, on puisse se maîtriser à qui ce sera vendu avec une priorité aux actionnaires actuels. Et surtout aussi en matière de soft skills, c'est de se dire comment fonctionne chacun et comment, mais sous stress. Là, parce que là, on n'est plus dans le côté sympa. On s'est connus, c'était sympa, c'était cool. Mais là, on est sous stress. Il y a des enjeux, il y a des peurs. Et c'est là où finalement les problèmes peuvent intervenir en termes de communication. Donc, comment chacun fonctionne pour essayer finalement de mieux collaborer ensemble. Donc, l'idée, c'est maintenant de construire des fondations solides. Et pour ça, il y a deux outils qui me paraissent intéressants, et tout ça évidemment c'est pour se réaliser. Si vous regardez la pyramide de Maslow, l'objectif c'est vraiment de se réaliser, et à partir du moment où on est aligné avec ces principes directeurs dont on va parler là, avec les valeurs,
avec aussi tout ce qui va être lié à la vision, à la mission. Il est évident que ça crée des bases solides. Alors ça crée des bases solides déjà pour nous, pour savoir où on va, et ça crée des bases solides aussi pour nos collaborateurs, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de marque employeur. Les collaborateurs, ils vont aussi choisir leur marque pour les valeurs qu'elle porte. Alors, ce que j'avais envie de vous proposer là, c'est peut-être un travail. Vous avez un petit, dans les petits fascicules là qui sont sur les chaises, vous avez à l'intérieur un petit exercice qui vous est proposé. L'idée c'est, pour ceux d'entre vous qui est en création d'entreprise, pour les autres, c'est peut-être se poser la question de savoir dans vos entreprises respectives, qui est l'entreprise, qui êtes-vous. Alors qui êtes-vous, c'est vos valeurs, c'est ce que vous portez, ce que vous proposez, ce qui fait vraiment une différence par rapport aux autres. Et qu'êtes-vous pour votre cible? Donc là, dans le premier cas, on va être dans moi, ce que je pense importer, et si on se met dans les souliers de ma cible, comment elle me voit ma cible? Si elle avait un petit drone là pour observer mon entreprise ou moi, comment elle me verrait? Et puis, mon environnement, est-ce qu'il est local, national, régional, international? Et puis quel est le sens de nos actions? À quoi ça sert finalement? Pourquoi on se bat? Est-ce qu'on se bat pour apporter, pour faciliter la vie à nos clients? Est-ce qu'on se bat pour le futur de notre planète et du coup notre propre futur? Est-ce qu'on se bat pour apporter plus d'humanité dans l'entreprise? Et qu'est-ce qu'on veut créer pour le monde? Qu'est-ce qui dépasse? Qu'est-ce qui transcende finalement notre propre entreprise, en fait, notre propre action? Pourquoi on fait ça? Et ce que j'aime bien là, c'est le pourquoi, en fait, en deux mots. Au nom de quoi je fais ça? Alors, ces principes directeurs, c'est 4 lignes, pas plus. Et sur chaque ligne, 4 à 5 mots qui vont définir. Alors, je vais vous prendre 2 exemples. Par exemple, aider les entreprises à augmenter leur rentabilité en développant l'engagement de leurs équipes, la qualité de vie au travail et le bien-être par le développement des soft skills. Ça, c'est le motto, le slogan de Soft Skills Academy. Pourquoi augmenter la rentabilité? Parce que c'est ce qui va parler effectivement à notre cible. Et on sait que les entreprises qui ont développé une qualité de vie au travail, du bien-être, auront une productivité qui va être meilleure. Et on sait qu'elles sont plus rentables dans des fourchettes autour de 28 à 30%. Donc c'est juste énorme. Et un autre exemple, c'est aider les entreprises à sécuriser leur business en faisant des choix conscients et éclairés dans le respect d'une éthique et de la réglementation afin de pérenniser leurs activités. Donc ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous mettre en petits groupes de 2 ou 3, puisqu'on est en nombre impair, et de réfléchir un peu à ça. C'est quoi qui vous fait triper dans le projet entrepreneurial? Là, de ce que j'ai entendu tout à l'heure dans les différents projets qui m'ont été présentés, il est clair que il y a clairement des choses qui vous poussent, alors que ce soit effectivement le côté mêler l'artistique, le côté ludique, le côté mêler aussi deux univers et faire en sorte une certaine originalité aussi. Donc l'idée c'est tout ce qui vous fait triper. Moi par exemple dans mon métier, ce qui me fait triper, c'est de permettre aux gens d'être plus conscient en fait quand je fais des formations réglementaires sur les bonnes pratiques ou quand je fais des formations ou des conférences, c'est de faire en sorte que les personnes repartent avec quelque chose en fait, des prises de conscience, une posture, enfin quelque chose qui a changé au cours et puis le tout dans une bienveillance. Donc là déjà on peut trouver différentes valeurs. Ensuite, qu'est-ce qui vous donne l'énergie, même fatigué? Quand vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous rentrez chez vous, vous allez dans un lieu, et là,
on vous parle de quelque chose, ou vous entendez quelque chose, et là, waouh, ça, vous avez un niveau d'énergie qui remonte. Moi, l'humour, par exemple, il suffit que j'écoute un sketch pour que ça reparte, quoi. Donc, ou que j'écoute quelqu'un qui me parle de bienveillance, ou qui me raconte une belle histoire inspirante, et c'est reparti. Donc, individuellement, ça peut être évidemment très différent, mais on a tous quelque chose comme ça qui nous redonne de l'énergie. Quels sont les sujets de conversation favoris que vous avez avec les autres? Alors que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit sur les réseaux sociaux, de quoi parlez-vous principalement? Qu'est-ce qui vous inspire le plus après? Là, on ne parle pas de qui vous inspire, on parle de qu'est-ce qui vous inspire. Vous pouvez être inspiré par exemple par tel ou tel. Je connais des personnes qui sont inspirées par la bienveillance, par d'autres qui sont inspirées par la spiritualité, d'autres qui sont inspirées par le développement durable, l'environnement. Et puis, qui vous inspire le plus? Quelles sont ses qualités? Si vous me dites par exemple que c'est tel entrepreneur, ce sera sûrement pour ses qualités d'audace, de capacité à prendre des risques, de capacité à prendre les bonnes décisions. Si vous dites Mère Teresa, ce sera plutôt la compassion et ce sera plutôt aussi la détermination, quelque part. Et puis, quels sont vos principaux objectifs à moyen terme? Une fois que vous aurez créé votre entreprise, quels sont vos principaux objectifs? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Alors ça peut être le cas par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, si je veux me faire un salaire. Ou est-ce que c'est, par exemple, de faciliter la vie à mes clients? C'est pas pareil. Est-ce que c'est d'impacter, de pouvoir faire avancer mes idées aussi? Alors ce que je vous propose, c'est de continuer peut-être ce travail après la conférence. Je tenais à vous remercier pour votre présence et si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition pour y répondre.